présenter les opportunités, les services rendus par les couverts végétaux. Je vais vous faire une courte introduction sur qu'est-ce que c'est qu'un couvert végétal et ensuite nous partirons sur le nom du couvert. Ces couverts végétaux ont différents noms et en fonction de ces noms, on a différents objectifs, différents services rendus. Donc je vais détailler mon argumentaire à travers en fait ces noms. Donc pour commencer, quel point commun entre l'agroécologie, l'agriculture de conservation, la diminution des pesticides, la production d'énergie, la séquestration de carbone, les contraintes réglementaires, voire la biodiversité, l'autonomie en azote et la protection des sols. Donc tout ça pour nos différentes filières, grandes cultures, polyculture, élevage et viticulture, et bien le point commun, ce sont les couverts végétaux. Les couverts végétaux peuvent être définis, par exemple, entre un blé tendre et un maïs grain. Donc si on passe outre la solution 1 qui est le sol nu avec le travail du sol, donc qui peut provoquer de l'érosion ou des transferts de nitrates, il peut être vu par la mise en place d'un couvert végétal. En fait, c'est une culture secondaire implantée entre deux cultures principales, qui permet de rendre différents services agronomiques et environnementaux. Il va permettre de limiter le transfert de nitrates, limiter l'érosion et travailler gratuitement le sol avec ses racines. Donc derrière, on connaît tous la moutarde blanche, la facélie. Le deuxième exemple qu'on peut prendre pour ces couverts végétaux, c'est par exemple le cas d'une culture de colza. Dans le colza, la méthode habituelle, c'est un semi-classique du colza, sans couvert végétal. De plus en plus, on développe ce qu'on appelle le colza associé. Donc, c'est-à-dire qu'on va implanter avec le colza une plante de service, un couvert végétal, qui peut être de la févrole lentille, qui peut être de la vesse, et que ce couvert végétal va rendre différentes fonctions de régulation des insectes, par exemple, ou de régulation des mauvaises herbes. Donc, dans ces couverts végétaux, il y a des espèces semées en pur, que l'on connaît bien, le sarrasin, la moutarde blanche, la vesse, la févrole. Donc, on a différentes espèces, des crucifères, des légumineuses, des polygonacées, des composés. Et après, on peut avoir la panoplie d'un mélange avec toutes les espèces que l'on veut mettre. À travers les services rendus et ces différentes appellations des couverts végétaux, le premier qu'on peut citer, c'est limiter le transfert d'azote. Donc on avait un nom qui était SIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate. Et donc avec ces SIPAN, on va protéger l'eau, c'est-à-dire qu'on va capter l'azote à l'automne, qui permet de réduire les fuites de nitrate de 50 à 75%. Donc ça, toutes les études françaises montrent cette capacité de réduction des fuites de nitrate par les couverts végétaux. Si on prend un exemple concret chez nous, donc entre un blé tendre et un tournesol sur un sol de groix moyenne, donc on a à peu près à la récolte du blé tendre 35 kg d'azote. Si on ne fait rien à l'automne, cet azote bien sûr qui est minéralisé par le sol, il va s'accumuler dans le sol. Donc on va passer à 75 kg d'azote, donc ça c'est issu de valeurs de terrain. Derrière, ça va être le retour des pluies à l'automne. Et avec ce retour des pluies, on a du transfert d'azote. Chez nous, qui se traduit par une eau qui va recharger la nappe à 100 mg. La mise en place de couverts végétaux à l'automne permet de capter une partie de cet azote minéralisé à l'automne. Ça va permettre de maintenir dans le sol un niveau d'azote faible et derrière de limiter les transferts de nitrates. Et on a une eau qui percole sous la zone racinaire à 30 mg. Donc on n'arrivera jamais à une eau à 0 mg, bien sûr, mais déjà 30 mg, ça serait un très bon résultat. Donc ces cultures intermédiaires classiques, comme la moutarde, la facélie, l'avoine, ont différents avantages, comme le piégeage de l'azote à l'automne, on vient de le citer, la diminution significative des pertes d'azote. Ils n'ont pas très peu d'impact négatif sur le rendement suivant. Ils sont très simples à gérer en termes de semi-destruction. Par contre, en termes d'inconvénients, il n'y a pas de restitution importante à la culture suivante. Il n'y a pas de retour direct sur investissement à court terme, mais seulement à long terme. En termes de gestion de ces cultures intermédiaires dites classiques, donc moutarde, facélie, avoine, on est sur des dates de levée autour de Niort, de Saintes, de Saint-Jean-d'Angély, date de levée visée autour du 5 août, 25 août. Mais des levées tardives sont toujours efficaces sur la diminution de l'exciviation des nitrates. On est sur une date de destruction aux environs du 15 décembre, en ayant bien à l'esprit que octobre-novembre sont 2 mois très poussants pour ces couverts végétaux dans notre région. Si on cherche le meilleur compromis, il faut donc viser un semis vers le 15-08 et une destruction à partir du 1er décembre. À titre d'exemple, vous avez ici une culture intermédiaire. Donc j'espère que vous l'avez tous reconnue, c'est de la moutarde. Est-ce qu'elle est belle ou pas belle cette moutarde? Bonne question. Donc on est sur une groix moyenne,
On a un semis du 28 août à 8 kg, donc une densité normale. La photo date du 10 novembre 2015. La moutarde fait 1 tonne 1 et il reste 15 kg d'azote dans le sol. Donc cette moutarde, en fin de compte, elle est très belle. Mais elle est limitée par le potentiel du sol et par la disponibilité en azote. Donc elle ne peut pas se développer plus que ça. Elle a rempli son rôle de piégeage des nitrates, donc son rôle pour la qualité de l'eau. Par contre, elle peut mieux faire pour l'agronomie, c'est-à-dire que le retour agronomique pour l'agriculteur sera faible. À partir de là, on a commencé à beaucoup travailler le deuxième nom attribué aux couverts végétaux, qui sont les engrais verts. Donc ils vont permettre de remobiliser des éléments nutritifs du sol, comme le phosphore, le potassium, le soufre, de limiter le transfert d'azote et voire de capitaliser de l'azote grâce aux légumineuses. Si on prend cet exemple-là et cette photo, ce type de couvert-là, ici vous avez un couvert avec la facélie, du tournesol, donc un couvert multiple avec de multiples espèces qui permet de piéger l'azote, mais vous avez aussi une usine à azote naturelle. C'est-à-dire que dans ce couvert-là, par exemple, on a de la févrole et on s'aperçoit ici, on voit très bien les nodosités de la févrole qui permettent de capter de l'azote. Donc ce couvert-là, en fait, va enrichir le sol en azote pour la culture suivante. Donc il remplit son rôle environnemental et il remplit aussi son rôle agronomique. Ça veut dire moins de fertilisants, ça veut dire plus d'économie et un gain agronomique intéressant pour l'agriculteur. Tous ces services rendus sur la restitution en azote, vous pouvez les calculer grâce à la méthode Merci, en allant sur le site www.méthode-merci.fr. Ça vous permettra, à partir d'un prélèvement, en utilisant l'applicatif Merci, de calculer des restitutions et d'améliorer votre conseil en fertilisation. Une autre opportunité offerte par les couverts végétaux sont de produire plus de biomasse. On appellera ça à ce moment-là des cultures d'opportunité ou des cultures dérobées. Donc cette biomasse peut être produite soit à l'automne, soit au printemps. Donc ça peut être un fourrage d'appoint pour les animaux, donc des moutons, ou un fourrage pour la méthanisation. Dans ce cas-là, on appelle ça des cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ça peut être aussi l'opportunité de récolter des cultures en grains supplémentaires, comme le sarrasin, le tournesol, voire le soja. Un autre service rendu, là on vient sur le nom qui s'appelle plante de service pour ces couverts végétaux, c'est de lutter contre les ravageurs, les maladies ou les mauvaises herbes. Je vais vous prendre encore un exemple qui a été conduit dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc s'il n'y a pas de couvert, il y a droit à des mauvaises herbes. Couvert bien développé, mauvaises herbes contrôlées. Ça, c'est une maxime qu'on pourrait retenir. Vous avez ici en abscisse la biomasse du couvert et en ordonnée la biomasse des adventices pour différentes parcelles. On s'aperçoit que plus le couvert est développé, moins il y a d'adventices. Donc en fin de compte, avec les couverts végétaux, on pourrait même dire qu'on cultive un herbicide naturel. Si on prend un autre exemple de régulation permise par ces couverts végétaux, vous avez le cas ici de la maladie qui s'appelle le verticillium. Une maladie qui se développe sur tournesol. Entre un blé dur et un tournesol, on a mis soit un sol nu, c'était le témoin, ou soit différentes crucifères, la moutarde brune, la navette et le radis. On a détruit cette culture intermédiaire, on a implanté un tournesol. Ici, vous avez le pourcentage, en ordonnée, le pourcentage de verticillium présent sur les capitules. Il est de l'ordre de 90% derrière le témoin. Derrière le tournesol, après culture intermédiaire, il va être de environ 60% ou 50%. Donc on diminue fortement la pression verticillium grâce à un phénomène qu'on appelle la biofumigation. Dans les autres services, on a aussi le côté plan de service, le côté restructurer le sol. Donc les couverts végétaux permettent de limiter l'abattance et l'érosion par deux principes. Le couvert végétal en surface apporte une couverture foliaire intéressante qui intercepte les gouttes, qui permet de limiter l'abattance et l'effet splash, donc l'effet déstructurant au niveau de la surface du sol. Et les racines du couvert permettent aussi une meilleure infiltration. La rugosité créée en surface par le couvert végétal permet aussi de limiter le ruissellement. Ce qu'il faut retenir sur ces couverts végétaux et le ruissellement, c'est qu'on va diminuer entre 95% et 50% le ruissellement et on va diviser par 10 le départ de terre à l'hectare. Donc, ce qui est quand même une protection qui est importante. En termes de résultats fournis par la méthode Merci, vous avez aussi le stockage du carbone. Donc, quand vous calculerez des résultats dans la méthode Merci, vous obtiendrez aussi la contribution du couvert végétal à stocker du carbone stable
et à faire évoluer la matière organique de vos sols. La dernière opportunité offerte, bien sûr, par les couverts végétaux, c'est de favoriser la biodiversité. À ce moment-là, on peut appeler ça aussi des couverts faune sauvage. Donc, tous ces services, en fin de compte, on a défini un nouveau nom depuis quelques années pour ces couverts végétaux qu'on appelle CIMS, culture intermédiaire multiservices. Pour conclure, quand on fait le bilan des services rendus par les couverts végétaux, on s'aperçoit qu'on peut stocker du carbone, on peut avoir des fourrages supplémentaires. Bien sûr, on a un surcoût de gestion qu'il faudra estimer. On peut limiter les mauvaises herbes et limiter le transfert d'azote, mais on aura aussi quelques disservices, c'est-à-dire des inconvénients qu'on peut avoir avec ces couverts végétaux qu'il faudra aussi apprécier, comme des limaces, du temps supplémentaire. Mais ça nous permettra quand même, ces couverts, de limiter les maladies ravageurs, comme le verticillium. Ça permettra de limiter l'érosion. Il faudra peut-être acheter de nouveaux outils, mais qui permettront un gain en éléments fertilisants, l'amélioration de la vie du sol. Et bien sûr, il faudra quand même maîtriser la technique. Quand on fait le bilan de ces couverts végétaux, on s'aperçoit quand même que les services rendus sont beaucoup plus importants que les inconvénients. Donc pour conclure, on peut dire que ces couverts végétaux sont un élément indispensable en agriculture, et c'est une culture à part entière, qu'il faut vraiment considérer comme une culture presque principale, c'est-à-dire semer avec soin et conduire avec soin.